Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire. Je me présente rapidement, je suis Emeline Pesson, en charge du marketing et de la communication au sein d'Access et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour parler Business Intelligence. Alors, nous allons passer environ 45 minutes ensemble afin de comprendre comment la BI, c'est-à-dire la Business Intelligence de son acronyme, peut vous aider en fait à répondre à vos objectifs d'aujourd'hui, mais également vous aiguiller dans votre prise de décision future. Pour cela, cette présentation sera découpée en 3 grandes parties. Nous ferons d'abord en fait un premier tour d'horizon de la business intelligence. Nous parlerons de sa définition. Nous vous exposerons aussi des cas concrets et nous parlerons enjeux liés à votre secteur d'activité. Puis, nous verrons comment et pourquoi mettre en place une démarche BI, les questions que vous devez de vous poser avant de vous lancer dans cette nouvelle démarche au sein de votre organisation. Puis, nous ferons un aperçu justement sur le département Data d'Access afin de voir comment nous pouvons vous accompagner dans ces projets. Pour cela, vous vous en doutez, je ne serai pas seule pour animer ce webinaire. Je serai accompagnée de 2 de nos experts Access, à savoir Laurent Jury et Ludovic Genot. Laurent, Ludovic, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Tout comme je me suis présentée il y a quelques secondes, je vais faire pareil avec vous. Laurent, nous allons commencer avec toi. Cela fait maintenant plus de 20 ans que tu es arrivé chez Access et que tu accompagnes les industries dans le choix de leurs solutions métiers. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus à ce sujet-là? Là, effectivement, donc j'accompagne surtout les services clients auprès des fabricants, sur tous les sujets autour de la digitalisation, on va dire dans le SAV, et notamment justement tout ce qui est analyse de données, le but de ce webinaire. D'accord, merci Laurent. Ludovic, à ton tour. Tout comme Laurent, en fait, ça fait plusieurs années maintenant que tu es chez Access. Et aujourd'hui, tu es spécialisé dans tout ce qui est projet lié à la business intelligence et l'intelligence artificielle. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur toi? Oui, alors je vais parler de moi, mais surtout de notre équipe et de notre département data. On accompagne aujourd'hui des clients dans différents domaines. Dans le domaine de l'industrie, bien entendu, tout ce qui est services après-vente, pièces de rechange, mais pas que, puisqu'on accompagne également des services de santé, des organisations dans le domaine de l'éducation, de la formation, de la chimie, de la finance. Finalement, partout où il y a de la donnée, eh bien, on peut apporter une valeur ajoutée et aider nos clients à utiliser ces données pour en faire un levier de performance. Mais vu que c'est le sujet de ce matin, je ne vais pas en dire plus. Très bien, merci Ludovic. Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet et afin de garantir le bon déroulement de ce webinaire, je vais vous donner 2 petites informations pratiques. La première, c'est que ce webinaire est enregistré. De cette manière, vous recevrez juste après la présentation un petit mail de notre équipe marketing avec le lien de l'enregistrement. Comme ça, vous pourrez, si vous le souhaitez, le re-regarder pour approfondir des choses ou bien le transférer à vos collègues également. Et la deuxième petite information pratique, c'est que vous avez la possibilité de poser toutes vos questions dans l'onglet questions prévu à cet effet. Il se situe en bas à droite, juste à côté du bouton de chat. Et de cette manière, Ludovic et Laurent pourront y répondre à la fin de cette présentation. Donc, nous sommes prévus un petit timing de 10 minutes. Donc, il y aura de quoi faire. Voilà, nous allons pouvoir commencer. Débutons sans plus attendre. Ludovic, pour introduire ce sujet, je vais te poser une question toute simple. Est-ce que tu peux me définir ce qu'est la business intelligence? Eh bien, question simple, mais vaste sujet. Je vais essayer de le faire en un slide. Je dirais que déjà, la première chose qu'on appelle la business intelligence, c'est le terme qui est couramment utilisé. Donc, on utilise celui-ci. Mais si on en faisait une traduction dans notre langue, celle qui est la plus partagée, c'est celle d'informatique décisionnelle. Je préfère celle-ci puisque c'est très parlant. Il y a 2 notions. Il y a la notion d'informatique, donc de numérique, de données. Et puis, il y a la notion de décision, de décisionnel. Et je dirais que la business intelligence, eh bien, c'est de mettre la donnée au service de la prise de décision. Tout un chacun, au quotidien, dans notre métier, on est amené à prendre des décisions, à faire des choix. Et l'objectif, idéalement, eh bien, c'est de ne pas se tromper, c'est de prendre la bonne décision. Donc pour ça, on se base sur notre expérience, sur nos connaissances. Et puis quand on ne sait pas, on va demander à ses collègues, à des tiers, à des parties prenantes, voire rechercher de l'information sur Internet. Et puis fort de toute cette connaissance, eh bien, on va prendre une décision qu'on espère être la bonne décision. Eh bien, la business intelligence, c'est une autre source de connaissances, si ce n'est que la matière première de cette connaissance, c'est la donnée. Et via un petit traitement, eh bien, on peut transformer cette donnée en connaissance. Et donc, c'est un élément de plus qu'on peut avoir dans notre giron d'information qui va nous permettre et nous aider à prendre des meilleures décisions et des décisions plus orientées.
Ok. Donc, en résumé, Ludovic, si je comprends bien, la BI permet d'aider à la prise de décision via la donnée. Euh, mais comment nous passons en fait d'une étape à l'autre, c'est-à-dire de la donnée à la prise de décision? Alors, ce que je te propose, Emeline, c'est un petit schéma où on va partir en bas à gauche de la donnée qu'on peut retrouver dans notre base de données d'outils opérationnels, alors que ce soit un ERP, un outil de gestion dans la relation client, ou peut-être même Spelog, eh bien, on a des données avec des chiffres qui, au premier abord, n'ont pas forcément beaucoup de signification. Et puis à l'autre bout, eh bien, on a cette décision, on a un objectif, cette décision qu'on doit prendre, on a un objectif à atteindre qui va nécessiter des prises de décision. Par exemple, eh bien, dans le domaine des garanties, eh bien, je souhaite réduire le montant de mes prises en charge de garantie, donc le montant, le coût de mes garanties. Alors comment est-ce que je fais à partir de la donnée? Eh bien, cette donnée, à partir du moment où je sais comment est-ce qu'elle est organisée dans ma base de données, quand je sais à quoi correspondent chacun des champs, eh bien, je vais pouvoir savoir que le 31/1/23, bien, c'est une date. Je vais savoir que j'ai un code produit, je vais savoir que j'ai un code client, et ça me permet de savoir que le 31 janvier 2023, bien, j'ai le garage Martin qui m'a fait une demande de prise en charge de garantie avec le montant de cette garantie. Et puis, lorsque j'ai toutes ces informations, eh bien, si j'applique dessus ce qu'on appelle des formules d'agrégation, si je viens croiser ces données, eh bien, je peux en générer certaines connaissances. Alors, je vais juste aller dans le bon sens. Et donc, un exemple de connaissance qu'on peut obtenir en venant croiser ces données, eh bien, on peut se rendre compte que notre étrier de frein avant gauche, qui, eh bien, il fait l'objet d'une demande de prise en charge de garantie 15% plus élevée que l'étrier de frein avant droit. Il se trouve qu'ils sont fabriqués chez le même fabricant. Donc, ça peut en tout cas me signaler quelque chose sur lequel je dois travailler pour améliorer ma performance. Je peux aussi identifier que mon concessionnaire Durand, eh bien, en termes de sollicitation de prise en charge, il est à peu près dans la norme. Par contre, eh bien, sur la prise en charge des moteurs de lave-vitre, il m'a fait 30% de plus de demandes de prise en charge. Eh bien, ça peut m'amener à justement des idées de décision à prendre pour améliorer la performance de mon service, analyser avec mon fournisseur eh bien, pour quelles raisons est-ce que j'ai plus de demandes de garantie sur tel type d'étrier de frein, ou éventuellement aller voir mon concessionnaire, essayer de comprendre pourquoi est-ce que lui, par rapport à l'ensemble de mes autres concessions, il me génère plus de demandes de garantie. Peut-être que c'est un défaut de formation des collaborateurs, ou peut-être qu'il y a une mauvaise compréhension dans le système. Voilà ce que je peux te dire aujourd'hui sur comment est-ce qu'on passe de la décision finalement à la prise de décision. Et ça, aujourd'hui, dans l'entreprise, eh bien, ça concerne tout un ensemble d'enjeux de l'entreprise. Très bien, Ludovic. Tu parles justement d'enjeux. J'en profite pour rebondir et poser une petite question à Laurent. Est-ce que tu peux justement nous les détailler, ces enjeux, par rapport au secteur d'activité de nos participants aujourd'hui? Oui, tout à fait. Donc, au niveau des enjeux, en fait, donc, c'est pas dans le détail, mais c'est pour montrer des enjeux. En fait, quand on parle business intelligent, on pense tout de suite un peu des aspects financiers. On va dire, voilà, le chiffre d'affaires, le volume, etc. Mais il peut y avoir des enjeux vraiment tout autres. Donc là, c'est des exemples très, très concrets. Par exemple, si vous avez une flotte de techniciens, ça peut vous permettre de suivre la charge de vos techniciens, le temps de leur déplacement par rapport à des cartographies, des choses comme ça, voir le niveau de formation des techniciens suivant les interventions réalisées. Donc, c'est vraiment, ça peut être des sujets comme ce type. Ça peut être aussi au niveau incident, donc satisfaction client, essayer de faire de l'analyse de quels sont les critères, le temps de traitement et le critère, etc. Il peut y avoir des informations tout simplement sur vos données, c'est-à-dire vous investissez beaucoup de temps pour faire des notices d'utilisation, de la documentation en plusieurs langues, etc. Aussi, il peut y avoir de l'analyse sur quels sont les documents les plus consultés, les procédures, dans quelle langue, etc. Donc, en fait, ça permet vraiment après de faire du décisionnel. C'est-à-dire que concrètement, une flotte de techniciens, ça permet de prendre des décisions, etc. Il y a un point, par exemple, c'est avec les garanties. Donc Ludovic a effleuré un peu ce sujet-là. Donc effectivement, j'ai demandé les garanties, c'est vraiment un exemple qui touche plusieurs sujets. Donc là, j'ai demandé à Ludovic s'il peut nous donner un petit exemple, un petit aperçu un peu plus concret de ce qu'on peut faire en termes d'analyse de garantie. Ludovic. Une petite illustration donc. Écoute, je vais faire de mon mieux. Je vais peut-être te partager un écran avec un outil. Alors, c'est la phase de ce que je vais présenter. C'est la partie, je dirais, qu'on appelle la partie visible de l'iceberg de la business intelligence.
c'est souvent, quand on parle business intelligence, on pense tableau de bord, on pense solution logicielle pour faire des tableaux de bord, mais ça, ce n'est que la partie visible de l'iceberg, et on va voir après ce qui se cache dessous. Alors là, c'est un exemple, c'est une illustration. Tu parlais des garanties, Laurent, donc j'ai pris un exemple de tableau de bord qu'on pourrait faire assez facilement avec un outil qui aujourd'hui est commercialisé par Microsoft. Alors, il y a plein d'autres outils qui permettent de le faire. Là, on a fait un exemple avec Power BI, on aurait pu le faire avec l'outil Click, avec Tableau, avec Business Object. Donc, on est parti de données qui sont dans une table. Alors là, en l'occurrence, ce sont des données qui sont extraites toutes les nuits du logiciel Spelog. Ces données sont des données qu'on a mises en forme, et une fois qu'elles sont mises en forme, sans aucun autre traitement, eh bien, on peut obtenir des tableaux de bord de ce type-là. Ça va permettre d'avoir une vision sur le nombre de garanties réalisées, combien est-ce que sont en cours de ces garanties sont en cours de validation, combien sont déjà validées, quel a été le taux d'acceptation de mes garanties, avoir une vision du coût global de l'ensemble de mes garanties depuis le début de l'année, avoir un montant moyen du coût de la garantie, et puis tout un ensemble d'indicateurs en fonction de mes centres d'intérêt. Je rappelle qu'un élément important, c'est on est avant tout, on va analyser de la donnée au service d'une prise de décision, mais pour répondre à un objectif. Donc il faudrait, ce tableau de bord est à titre d'illustration, il faudrait au préalable définir quel est l'objectif pour savoir quels sont les indicateurs qu'on a besoin de mettre dans le tableau de bord. Alors le tableau de bord est bien entendu ensuite interactif et va nous permettre d'avoir une vision graphique et de mieux comprendre son environnement et les éventuelles difficultés, les problématiques qu'on peut rencontrer. Ces indicateurs, on peut ensuite assez facilement, via des copier-coller, pouvoir créer en fonction du besoin qu'on a, que ce soit pour présenter à un de ses fournisseurs ou que ce soit pour présenter lors de son comité de direction, on va pouvoir organiser ces données à travers un outil comme celui-ci, comme Power BI ou autre. Ludovic, je pense que nos participants se posent tous la même question maintenant que tu as montré ce premier tableau de bord. Comment on peut en arriver à ce résultat? Est-ce qu'il y a une démarche particulière à mettre en place pour y parvenir? Alors oui, j'en ai parlé un tout petit peu, en tout cas je l'ai laissé penser puisque c'est la phase visible de l'iceberg, le tableau de bord. Alors je te propose cette petite illustration. Le tableau de bord est plutôt sur toute la partie droite. Alors on va se concentrer sur la première ligne pour l'instant. Sur la première ligne, je dirais qu'on peut arriver à ce résultat en 7 étapes. La première, et elle est essentielle, c'est vraiment une des pierres angulaires de la réussite d'une démarche BI, c'est de prendre le temps de bien définir les objectifs et bien savoir qu'est-ce qu'on souhaite atteindre comme résultat. Et on verra que derrière, ça conditionne tout un ensemble de choses. Une fois qu'on sait quel est l'objectif qu'on veut atteindre, on va se dire quelles sont les données dont j'ai besoin et on va chercher à savoir où se trouvent les données dans le logiciel ou dans les logiciels, puisque parfois, toutes les données dont on a besoin ne sont pas dans le même logiciel. Ces données, on va ensuite les extraire du ou des logiciels et avant de les utiliser, on va prendre le temps de s'assurer de leur bonne qualité. Une qualité de données, ça veut dire est-ce que ma donnée elle est complète? Si je veux faire la moyenne sur un ensemble d'éléments mais que j'ai des éléments manquants, si les éléments manquants valent la valeur 0, au bout d'un moment, ça va me donner une moyenne qui sera fausse. Je rappelle que la business intelligence, c'est apporter la bonne information à la bonne personne au bon moment. Si j'apporte une information fausse, ce n'est pas la bonne information. Donc la qualité de la donnée, il faut vraiment prendre le temps d'aller s'assurer que les données sont bien de bonne qualité et sont exploitables. Donc là, on est sur la partie gauche du graphique, on est dans ce qu'on appelle le système opérationnel, le CRM, l'outil de gestion de pièces de rechange ou de SAV qui est présent dans l'entreprise. Ces données, on va les extraire et la bonne démarche, il n'y en a pas d'autre, c'est de les stocker dans ce qu'on appelle un référentiel de données. Et là, ces données, on va venir les organiser de manière différente. Tout à l'heure, je vous ai montré très succinctement qu'elles étaient sous une forme uniquement d'un seul tableau. Ces données, à la source, elles proviennent d'une dizaine de tableaux dans le logiciel métier, mais elles ont été organisées de façon à ce qu'on puisse très facilement ensuite faire des tableaux de bord. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de pierre angulaire. Là, je dirais que c'est la clé de voûte, cette fois-ci, d'un système qui va fonctionner. C'est ce qu'on appelle la modélisation. Et puis ensuite, on arrive sur la partie que je vous ai montrée, que je vous ai illustrée. On va créer les indicateurs graphiques, on va les mettre à disposition de l'utilisateur ou des utilisateurs. On va pouvoir diffuser ensuite ces tableaux de bord en gérant, si nécessaire, la sécurité.
Et puis, ce n'est pas fini. Le système d'information opérationnel, la partie gauche du graphique, étant amené à évoluer avec le temps, eh bien, il faut s'assurer que le tableau de bord est toujours aligné. Si demain, il y a une nouvelle donnée ou une donnée qui a été déplacée, il faut s'assurer qu'on va bien aussi mettre à jour notre système de façon à avoir toujours une donnée qui soit juste. Donc, il y a une dernière étape qui est essentielle, qui est celle du maintien du tableau de bord en bonnes conditions opérationnelles pour s'assurer que tout ça sera toujours très juste au cours du temps. Et Ludovic, là, maintenant, donc c'est très intéressant de voir toutes ces étapes. Est-ce que tu peux nous donner une notion de budget, de mise en œuvre, par exemple? Je ne sais pas pourquoi, Laurent, je savais que tu allais me parler d'argent ce matin. Écoute, j'ai prévu de t'en parler. Et alors, je t'apporterai une réponse parce que tu veux des chiffres. Je sais que tu aimes les chiffres. Mais je te dirais que, et c'est vraiment important, c'est essentiel, une démarche business intelligence qui est réussie ne doit pas être un coût. D'ailleurs, avant d'engager une démarche BI, avant de vouloir créer un tableau de bord, la première question qu'on va se poser, c'est combien est-ce que tout ça va coûter et combien est-ce que tout ça va rapporter. À partir du moment où on estime que ça coûte plus que ce que ça va rapporter, moi, ma recommandation, ne faites pas le tableau de bord. Le but de la business intelligence, c'est avant tout de créer de la valeur, d'apporter un résultat qui soit positif pour l'entreprise, que ce soit d'un point de vue financier, mais ça peut être aussi du gain de temps, donc du gain financier indirect, ou un gain en termes d'image, qui généralement est également aussi un gain financier. Donc ça, pour que ce soit vraiment un gain pour l'entreprise, c'est de vraiment bien travailler, et ça je n'arrête pas d'insister sur l'analyse des besoins en amont, faire en sorte d'avoir une infrastructure qui soit adaptée à ce qu'on veut faire, ne pas se précipiter sur l'achat de plein d'outils, et ça c'est des choses que j'ai vues. J'ai vu des entreprises qui sont venues nous voir, une entreprise en l'occurrence, en disant voilà, on a besoin que vous nous aidiez à utiliser l'outil qu'on vient d'acheter, alors on va payer plutôt cher, là on va être formé dessus, mais pour faire quoi alors qu'on ne savait pas encore exactement ce qu'on voulait faire. Donc il faut prendre le temps, et si on met ça en place, eh bien généralement on arrive, d'ailleurs dans tous les cas, on arrive à gagner de l'argent. Alors je t'ai promis que je te donnerais un chiffre, Laurent. Alors je te dirais qu'aujourd'hui, c'est une estimation, mais pour démarrer un projet business intelligence, il faut quand même y consacrer un peu de temps, quelques petites briques logicielles. Alors je te dirais que sur une enveloppe de 10 000 à 20 000 euros, en incluant également la masse salariale, le salaire des personnes qui vont travailler sur ce projet-là dans l'entreprise, on peut commencer à faire des choses très très intéressantes. Ensuite, si on répond à ce qui est écrit en dessus, eh bien, le système va s'autofinancer et on va pouvoir aller de plus en plus loin dans le domaine de la business intelligence. Après, un des sujets aussi, parce qu'effectivement, il n'y a pas que la notion de budget, après, il y a aussi les ressources, les compétences. Aujourd'hui, quelles sont les compétences nécessaires, je dirais, pour la mise en œuvre de ce type de projet? Alors, sur les compétences, je te dirais qu'il y en a 3 qui sont principales, essentielles, fondamentales. Sans ça, je ne sais pas, à part être peut-être magicien, mais je ne sais pas comment on pourrait apporter produire des tableaux de bord qui soient véritablement justes. Parce que faire des tableaux de bord, ça tout le monde sait le faire. Mais est-ce que le tableau de bord est juste? Est-ce que derrière, on a mis en place toute la démarche qui va permettre de s'assurer que les indicateurs correspondent bien à ce qu'on souhaite mesurer? Eh bien, tout ça, ça nécessite certaines connaissances. Alors déjà, avoir une bonne connaissance du métier dans lequel on intervient. Donc, par exemple, Laurent, lorsqu'on intervient auprès de certains de tes clients, on va se baser sur les chefs de projet de ton équipe qui connaissent parfaitement très bien le métier de tes clients, mais aussi sur les compétences des clients directement, puisque forcément, c'est eux qui connaissent le mieux leur métier. Ensuite, on a besoin de compétences en informatique. On va chercher des données dans des bases de données. Il va falloir les réorganiser. Et puis, des connaissances en modélisation, en mathématiques, en statistiques. On peut très vite faire des calculs qui, au final, nous amènent à un résultat, mais encore une fois, qui ne sera pas un résultat qui sera juste, voire totalement faux. Donc, il y a des règles en derrière, et ça, c'est vraiment fondamental. Ensuite, il y a des connaissances importantes, secondaires et pour autant importantes. Des compétences en recueil et en analyse des besoins. Je reviens sur mon étape numéro 1. La business intelligence sera une source de gains financiers, de levier financier, levier performance. À partir du moment où ça répond véritablement à un besoin, il faut aller le recueillir auprès des utilisateurs dans ces équipes. De la gestion de projet, ça reste un projet. En sécurité, en protection de données, c'est d'autant plus d'actualité. Qui n'a pas entendu parler, par exemple, du RGPD aujourd'hui?
Donc, il y a vraiment des enjeux à ce niveau-là. Et puis, d'éco-conception dans le sens économique, mais aussi environnemental. Lorsqu'on va travailler sur des données, on peut travailler sur des grosses masses de données. Et si on n'est pas vigilant, on peut très vite nécessiter, avoir besoin de beaucoup de puissance de calcul. Tout ça, ça peut coûter de l'argent et tout ça, ça a aussi un impact sur l'environnement. Donc, on peut faire aujourd'hui de la business intelligence en étant plutôt éco-responsable. Ça, c'est également c'est très tendance, mais en tout cas, c'est très nécessaire aujourd'hui et c'est une compétence nécessaire. Alors, il y a un métier qui existe, comme souvent dans ce domaine-là, les mots nous viennent d'outre-Atlantique et le Chief Data Officer. C'est ce qu'on appelle le directeur de la donnée ou des données. Aujourd'hui, peu d'entreprises ont concrètement ce type de profil. D'ici quelques années, je pense qu'il sera beaucoup plus présent. Mais d'ici là, aujourd'hui, généralement, c'est plutôt en fonction de l'objectif à atteindre. C'est parfois la direction qualité qui porte ce type de projet business intelligence, parfois la direction financière ou la direction marketing. Ça peut être aussi la direction du système d'information. Dans ce cas-là, le point de vigilance, c'est de ne pas confondre la gestion du système opérationnel et du système décisionnel. Et il faut bien que les personnes qui sont habituées à gérer le système opérationnel se mettent dans un mode de pensée qui soit un peu différent pour bien concevoir le système. Voilà ce que je peux te dire sur les compétences, Laurent. Alors après, un autre point qui peut... effectivement, on parle de données décisionnelles, donc des vraies décisions, notamment par la direction générale. Est-ce qu'il peut avoir des risques d'erreur, c'est-à-dire d'erreur, de mise en œuvre, de données, etc. Comment on peut gérer ces sujets-là? Alors, sur les pièges, les pièges, ils sont nombreux, mais je dirais que c'est un petit peu comme dans tout domaine. Je vais lister ceux qui sont les plus fréquents et que j'ai déjà un peu abordés. C'est déjà se précipiter sur l'acquisition d'un outil. Aujourd'hui, les solutions de data visualisation peuvent nécessiter une montée en compétences qui prend du temps. Si on n'a pas bien défini quel était le périmètre sur lequel on voulait intervenir, on n'est pas dans le bon ordre des choses. L'excès de confiance dans la qualité de ces données, bien que nos utilisateurs, alors que ce soit les utilisateurs de l'entreprise ou parfois nos parties prenantes, nos clients, nos fournisseurs, nos distributeurs, eux aussi ils font de leur mieux pour saisir les données, mais dans les faits rares, pour dire quasiment jamais, les données elles sont jamais parfaites en tout cas pour pouvoir faire de la business intelligence. En tout cas, il y a toujours un peu de redressement de données à faire. Donc ça, pas d'excès de confiance dans la qualité de ces données, prendre le temps nécessaire d'analyser la qualité de ces données. De ne pas mettre, ce qui serait une erreur, c'est de ne pas mettre une démarche de double contrôle. Le tableau de bord, c'est une connaissance qui va servir à prendre une prise de décision. Il faut qu'on soit sûr et certain qu'il soit juste. Il faut à la fois une validation technique par celui qui met en place, qui va travailler sur les données, mais c'est important qu'il y ait une validation métier aussi sur la cohérence de la donnée avant qu'il soit diffusé aux utilisateurs. Éviter trop de BI, éviter trop d'indicateurs. Il y a une petite phrase qui dit que trop d'indicateurs tue l'indicateur. Je crois qu'elle s'applique un peu dans tous les domaines, mais on peut vite d'un seul coup avoir plein d'indicateurs et au final, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? La seule certitude qu'on a, c'est que ça a coûté beaucoup d'argent à mettre en place, mais au final, c'est pas utile. Donc ça, c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Et puis, un mauvais usage des indicateurs, une mauvaise compréhension des indicateurs, être attentif à ce que les personnes à qui on va diffuser le tableau de bord aient bien une connaissance, une compréhension d'où viennent les données qui ont été utilisées, comment est-ce qu'elles ont été utilisées, qu'est-ce qu'elles représentent, afin qu'il n'y ait pas une mauvaise compréhension qui pourrait amener finalement à une mauvaise décision. Voilà pour, je pense, les 5 principaux pièges que je pourrais te partager aujourd'hui. Merci Ludovic pour ce point-là, effectivement, de risque d'erreur, parce que je pense que c'est ce qui est le plus important dans la décision. Et maintenant, je dirais à l'inverse, est-ce que tu peux, on va dire, nous préconiser, nous donner des informations sur les bonnes pratiques, les conseils, je dirais, pour démarrer ou accentuer ce sujet de BI, en fait? Alors, pour démarrer, c'est l'étape numéro 1 du graphique de tout à l'heure, définir les objectifs. On aura des tableaux de bord de qualité. La qualité, c'est notamment la capacité à avoir fait un tableau de bord qui répond à un besoin et à un objectif fixé. Donc pour ça, il faut vraiment partir commencer par l'objectif. Je le répète, mais c'est vrai que généralement, on a un peu tendance à partir, majoritairement les personnes avec qui on a pu interagir, alors pas la totalité, mais assez souvent, on peut tomber dans le piège de se dire, alors c'est à nouveau un piège, mais il faut passer à côté pour justement que ce soit une bonne pratique, partir de l'objectif. Qu'est-ce que je veux montrer? À partir de ça, on choisit les bons KPI.
Déjà, là, on est déjà sur de bons rails. Ensuite, c'est investir dans la mise en place de ce qu'on appelle un référentiel de données de qualité. C'est cette brique intermédiaire dont je parlais tout à l'heure entre le système opérationnel sur lequel les utilisateurs, nos parties prenantes viennent déverser de la donnée et interroger de la donnée, en extraire uniquement les informations pertinentes pour les tableaux de bord, les stocker, les organiser dans une base qui soit propre et surtout précisément organisée pour faciliter la création de tableaux de bord. Donc ça, c'est un élément qui est essentiel. Avoir des nomenclatures, alors ce qu'on appelle des nomenclatures, c'est des listes de choix, mais qui soient partagées dans l'entreprise. Je prends un exemple, si on parlait tout à l'heure des garanties, si j'ai les statuts validés avec modification, refusés, et 3 ou 4 autres, il serait quand même très pertinent que dans mes autres logiciels, j'ai mes mêmes statuts de garantie. Quand je commence à avoir des statuts de garantie, c'est ce qu'on appelle des nomenclatures qui ne sont pas alignées, on va passer énormément de temps à faire de l'alignement. Alors après, ça reste possible, mais dans la bonne pratique, essayer de travailler en amont sur cette partie-là. Choisir les bons outils. Et les bons outils, moi aujourd'hui, tu aurais pu me poser la question, c'est quoi un bon outil? Je ne sais pas te citer un nom de bon outil. C'est comme dans une caisse à outils, est-ce qu'un tournevis est mieux qu'un marteau? Tout dépend de ce qu'on veut faire. Eh bien, je dirais qu'il y a des outils aujourd'hui qui sont très bien pour une utilisation interne, d'autres vont être mieux pour partager des données sur le web, d'autres vont avoir une capacité à diffuser des tableaux de bord personnalisés pour tout un panel d'utilisateurs, mais seront peut-être plus limités en termes de périmètre de fonctionnel. Donc, choisir le bon outil, c'est vraiment l'adapter à l'attente, aux besoins du client et des utilisateurs. Et puis, surtout collaborer. Le tableau de bord, notamment quand on fait un tableau de bord pour un utilisateur tiers, il faut vraiment impliquer l'utilisateur dans la conception de son tableau de bord, parce que c'est lui au final qui va en être l'utilisateur. Donc si je devais te donner 5 bonnes pratiques à appliquer, ce serait vraiment celle-ci. Mais Ludovic, donc concrètement, effectivement, tu parles d'outils de data visualisation. Est-ce que tu peux nous montrer un autre exemple de ce qu'on peut faire d'outils de data visualisation? Oui, alors pour démarrer, des fois la question qu'on nous pose, on nous dit, vous nous dites qu'il ne faut pas se précipiter sur un outil data visualisation, mais si on veut démarrer notre démarche BI, comment on fait? Alors la réponse, elle est simple, c'est pensez déjà à utiliser ce que vous avez sur votre ordinateur. Et aujourd'hui, il se trouve que je ne vais pas trop me tromper, mais un certain nombre d'entre vous ont un logiciel qui s'appelle Excel. Alors, je vais faire une petite présentation. C'est le pendant de ce qu'on a fait tout à l'heure avec Power BI. Eh bien, on peut avoir sensiblement la même chose aujourd'hui avec Excel. Donc, c'est-à-dire que Excel, aujourd'hui, vous avez un menu qui s'appelle, vous avez un menu données. Et dans ce menu données, eh bien, vous avez la possibilité d'obtenir des données à partir de sources externes. Mais aujourd'hui, votre Excel, vous pouvez très bien le connecter à un entrepôt de données, donc ce référentiel de données intermédiaire qui est Spelog BI, et je reviens sur mon écran de synthèse, et vous allez obtenir un tableau de bord de ce type-là. Donc c'est un tableau de bord qui est totalement dynamique, comme on l'a vu tout à l'heure avec Power BI. À la différence de Power BI, sur Power BI, on peut directement cliquer sur les graphiques. Là, on aura plutôt une liste de filtres sur le côté. On va pouvoir obtenir un ensemble de statistiques, d'indicateurs clés de performance qui sont exactement les mêmes que ceux qu'on a vus tout à l'heure en termes de montant total de ma prise en charge de garantie, le montant moyen, combien est-ce que j'ai de traités de dossiers, combien est-ce qu'il me reste à valider, ainsi de suite, avec tout un ensemble de graphiques, avoir le nombre de garanties par type de défaut rencontré, en fonction de si c'est des défauts sur l'échappement, plutôt du domaine au niveau du moteur, avoir ici la possibilité de suivre le coût l'évolution de ces garanties au cours des différents trimestres. Alors on aurait pu très bien imaginer, on ne l'a pas fait ici, mais un graphique avec l'évolution du coût trimestre après trimestre, où on peut aller également au niveau du mois si on le souhaite. Finalement, on va profiter de la puissance d'Excel avec des fonctionnalités qui généralement sont méconnues, mais on peut faire pas mal de choses. Donc là, je peux prendre aussi un exemple. Je vais filtrer toutes les informations sur mon défaut de type électricité, et puis je vais obtenir mes statistiques
à l'écran. Effectivement, cette interactivité, je dirais, c'est très intéressant. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Par exemple, là, on va dire il y a un département qui est très foncé. Alors, je ne sais pas quel département c'est, mais est-ce qu'on peut effectivement faire des analyses sur des zones, etc. En fait, qu'est-ce qui est possible? Alors, je ne suis pas plus fort que toi en géographie, mais moi, j'ai la souris, et donc je peux passer la souris sur le département. Donc, il s'agit du Loiret. Ce graphique représente le coût moyen des garanties par département. Et donc, il sort du lot parce que il se trouve que j'ai un coût moyen de mes dossiers de garantie qui est 202 €. Et dans ce département, je suis passé à 604 €. Dans les prix. Voilà, dans les prix. Et donc, si je descends, je peux même aller zoomer sur le Loiret. Et donc, si je me déplace, je vois que j'ai un client qui est Point Sport Durand. Alors, bien entendu, ce sont des données fictives, qui m'a sollicité pour un montant global de garantie de 3 021 €. Ça concerne 5 demandes de garantie. J'en ai accepté 80% à ce jour. Et donc, je peux ensuite aller rentrer dans les garanties, essayer de rentrer plus en détail, essayer de comprendre si effectivement c'est une singularité ou au final, est-ce qu'il y a une anomalie et éventuellement pouvoir mettre en œuvre les mesures qui vont bien pour traiter cette anomalie et faire en sorte au final de faire baisser mon coût de prise en charge de mes garanties. Alors, comme on l'a vu, cette illustration, et voilà, je te laisse me confirmer qu'on a bien le retour écran. Cette illustration, on a pu le faire avec Excel. Ce qu'on a fait avec Excel ou qu'on a fait avec Power BI, à aucun moment on a eu besoin de faire du traitement sur les données, ni dans Excel, ni dans Power BI. Si certains des personnes qui nous suivent aujourd'hui utilisent Power BI et qu'on utilisait Power BI connecté à des bases de données, ils peuvent, dans un certain nombre de cas, se retrouver à faire des formules avancées en ce qu'on appelle le langage DAX notamment. Et on tombe dans le domaine du développement logiciel quasiment au bout d'un moment, enfin presque. Ça devient de la programmation, c'est vite fastidieux, c'est vite compliqué. Et bien là, la business intelligence, le côté intelligence de la business intelligence, on l'a mis dans Spelog BI de façon à avoir des tableaux qui sont préparés à l'avance, ce qui fait que lorsqu'on vient connecter un Excel, un Power BI, un clic, un tableau et quelle que soit notre autre solution qu'on veut utiliser de data visualisation, on aura des données qui sont préparées à l'avance. Donc, ça permet comme ça de pouvoir faire des graphiques relativement simplement, sans avoir besoin de faire tout un ensemble de formules qui sont parfois un petit peu compliquées et qui ne sont pas forcément accessibles à tout le monde. Parfait. Merci Ludovic. Nous allons pouvoir passer à la dernière partie de ce webinaire. Ludovic, justement, parmi nos participants, certains envisagent peut-être déjà un projet de business intelligence, d'autres sont peut-être déjà aussi engagés dans cette démarche de manière autonome. Comment toi et ton équipe, en fait, pouvez-vous intervenir auprès d'eux? Alors, je me suis permis, il était un petit peu facile, mais je dirais que dans notre métier, c'est rendre la business intelligence accessible à tous. En tout cas, au-delà du jeu de mots et de ce petit clin d'œil au nom de l'entreprise, c'est vraiment l'objectif qu'on se donne, faire en sorte que les données, apporter la bonne donnée à la bonne personne au bon moment, faire en sorte que les gens puissent avoir un certain niveau d'autonomie, soyons transparents. On ne peut pas être autonome sur tout, c'est quand même un métier derrière, il y a quand même une certaine complexité, mais on fait en sorte que la complexité, on la traite de façon à apporter de la simplicité du côté de l'utilisateur. Cette business intelligence, c'est pas apporter de la business intelligence pour de la business intelligence, on arrive toujours à accompagner nos clients parce qu'il y a une problématique. Alors là, aujourd'hui, on a pris l'illustration des garanties, mais ça peut être demain, je prends un exemple dans le domaine du marketing ou même de la relation commerciale, je veux pouvoir avoir une meilleure vision de la segmentation de mes clients. Éventuellement, je veux pouvoir anticiper un désengagement de mon client. On va pouvoir mettre en place des analyses qu'on appelle des analyses de type RFM, récence, fréquence, montant. On va analyser quand le client a acheté pour la dernière fois, quel a été le montant, à quelle fréquence. Et par rapport à ça, on va pouvoir en dégager des typologies et des segments de clients et anticiper un client qui serait en train de se désengager de façon à éventuellement pouvoir agir avant qu'il soit trop tard. Donc ça se résume en deux parties. Notre domaine d'intervention, pour répondre à ta question, Émile, on intervient en deux parties. Sur toute la partie démarche BI,
que ce soit en termes de conseil uniquement, d'assistance à maîtrise d'ouvrage, on peut aussi faire de la maîtrise d'œuvre, ou être, tout à l'heure on parlait du métier de Chief Data Officer, eh bien on peut apporter des compétences de direction de la donnée en étant à temps partagé pour les entreprises qui souhaitent commencer ou aller plus loin dans le domaine de la BI. Et puis, on peut amener aussi, parfois, une fois qu'on a analysé le besoin et si c'est pertinent, eh bien, des briques logicielles et des solutions logicielles. Et sur cette partie-là, je vais laisser Laurent qui va nous en dire quelques mots. Alors, effectivement, concernant, pour faire un focus sur la relation client, donc ce qu'on essaye de faire autour de l'offre Spelog, c'est qu'en fait, toutes nos données, on va dire, bon, on parle de modules autour de Spelog, en fait, toutes nos données peuvent être utilisées pour ces projets de Spelog BI. On a aujourd'hui effectivement des volumes de données chez certains clients qui sont conséquents, 10 ans de traitement de garantie, voilà, des grands volumes ou même des interventions de techniciens. Donc en fait, le projet effectivement de Spelog BI, c'est de dire qu'à partir de ce portail, on peut vraiment faire l'analyse et concaténer, on va dire différents sujets entre une gamme produit, un pays, un marché, un secteur d'activité, une typologie de clients, un peu tous ces sujets-là. Donc aujourd'hui, ce qu'on propose donc avec Ludovic, c'est sur Spelog, on a packagé, on va dire, 2 offres, une offre start en fait pour vraiment démarrer, je dirais, le business, ce qui est BI en fait, business intelligent, et l'offre expert, mais plus pour d'autres fabricants qui ont déjà effectivement une expérience sur ces sujets-là, où on va pouvoir faire des offres beaucoup plus importantes et notamment même concaténer des données qui seraient de Spelog et d'un autre outil, d'un CRM, etc. Donc voilà un peu aujourd'hui ce que l'on propose sur la partie Spelog BI. Donc là, nous sommes à votre disposition pour approfondir ces sujets-là. Maintenant, en fait, nous sommes à votre écoute. Donc je ne sais pas si déjà vous avez des questions sur les différents sujets que nous avons évoqués. Alors pour l'instant, Laurent et Ludovic, pas de questions. Je vous laisse justement les poser si vous en avez dans l'onglet questions prévues à cet effet en bas à droite à côté de l'onglet chat. En attendant, j'en profite, je projette à l'écran les coordonnées de Ludovic et de Laurent. Comme ça, si vous avez pareil un projet BI en perspective ou que vous souhaitez étudier des questions particulières en rapport avec votre entreprise, vous pouvez les contacter, n'hésitez pas. Ils sont également actifs sur LinkedIn. Ils postent régulièrement du contenu en lien avec vos problématiques métiers et l'actualité du moment. Donc voilà, pareil, n'hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux. Ok. Que quelqu'un est en train d'écrire dans le chat en même temps. Ah. On va attendre peut-être une petite question. Alors, j'ai une personne qui souhaiterait savoir si c'est possible d'analyser les données à l'international en filtrant les données par pays. Alors, je vais répondre de manière générale, c'est qu'on peut tout faire à partir du moment où il existe, à partir du moment où on a la donnée. Donc, à partir du moment où dans le système d'information de l'entreprise, ou alors si on parle là du logiciel de Spelog, à partir du moment où la donnée elle est attachée à un pays, on peut tout à fait mettre un filtre sur le pays et avoir une ventilation, une organisation des données par pays. Donc la réponse c'est oui. Et à chaque fois, la question à se poser, c'est est-ce qu'on a la donnée? Si on a la donnée, on peut faire des choses très intéressantes. Merci Ludovic. Je me permets d'attendre encore quelques secondes pour être sûr que vous n'ayez pas d'autres questions. N'hésitez pas, le chat et l'onglet questions est ouvert. Bon, je pense que nous allons pouvoir clore ce webinaire. Vous avez sûrement été très clairs. Du coup, j'en profite aussi pour faire une petite aparté sur nos réseaux sociaux. Access possède une page sur LinkedIn, Twitter et Facebook. N'hésitez pas non plus à nous suivre. Je vous mets le lien dans le chat. On y poste régulièrement, plusieurs fois par semaine, nos derniers articles de blog, des vidéos conseils également de nos experts, nos agendas webinaires. Donc voilà, n'hésitez pas à vous y abonner.
Laurent, Ludovic, il est temps de clore ce webinaire. Encore merci pour cette présentation. Merci à toi, Emeline, merci Laurent, merci à tous d'avoir été présents. Merci. De mon côté, j'espère vous revoir très bientôt pour une prochaine présentation. D'ici là, je vous souhaite une belle journée, un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonne journée à tous, au revoir.